C'est l'un des plus ardents militants de la cause industrielle qui est aujourd'hui l'invité de Xerfi Canal. Il vient de publier un nouveau livre, La France doit agir. Une France qui, selon son auteur, Jean-Louis Beffa, doit affronter 3 mutations majeures pour réussir son redressement. Tout d'abord, rétablir son rôle de producteur et donc redévelopper son industrie. Ensuite, faire passer l'intérêt des actifs avant celui des retraités. Et troisième point, remettre l'entreprise au cœur des débats économiques et sociaux. Bonjour Jean-Louis Beffa. Bonjour. Alors, je rappelle que s'il c'est nécessaire que vous avez été longtemps président de Saint-Gobain, pendant plus de 20 ans, vous avez piloté cette entreprise. Vous en êtes aujourd'hui le président d'honneur et vous publiez donc ce nouveau livre, La France doit agir, après, en janvier 2012, si je me souviens bien, La France doit choisir. Alors, j'ai cité dans mon introduction les 3 mutations majeures que la France doit, selon vous, affronter. Mais il y en a une, je suis surpris de ne pas l'avoir vue dans ces 3 majeures, c'est la mutation technologique, cette révolution industrielle des technologies. Parce que je crois que ça se place un peu sur un autre plan que ce qu'on vient de dire pour les 3 premières mutations. 3 premières mutations, c'est dans la tête des Français, dans la tête des décideurs que les choses doivent se faire. Ce que vous indiquez, les mutations technologiques, ce sont des faits. Ce sont des réalités qui s'imposent à nous. Est-ce que les décideurs politiques ont conscience de l'immensité, j'allais dire de l'énormité des mutations technologiques que nous vivons à partir d'Internet, des nanotechnologies, des réseaux en intelligence? À mon avis, non, pas du tout. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le fait que ce que vous venez de dire met en cause complètement la façon d'enseigner. Je crois qu'on va enseigner de façon extraordinairement différente avec l'utilisation d'Internet pour l'enseignement. On commence à le voir déjà aux États-Unis et même il y a des expériences en France. Donc je pense que l'ensemble du monde politique et de la haute administration n'est pas du tout consciente de ce que vous dites là, c'est-à-dire l'importance des mutations. À la tête de l'État, puisque semble-t-il vous êtes l'un des visiteurs du soir actuel, auprès du président Hollande, auprès d'Arnaud Montebourg, ils n'ont pas conscience de l'immensité de ces mutations? Je crois qu'Arnaud Montebourg est assez sensible à ça, s'en rend compte. D'ailleurs, il a lancé un certain nombre de programmes parce qu'il y croit, il veut faciliter cela. Je pense que le président de la République est beaucoup moins ingénieur et technicien, bien que ce soit quelqu'un qui comprenne très vite les questions quand on lui explique. Alors, Jean-Louis Beffa, vous êtes l'un des plus ardents militants de la cause industrielle, d'une relance de la politique industrielle. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les Français se font une représentation très archaïque, je relis ça, ce qu'on disait à l'instant sur les mutations technologiques, de représentation très archaïque de ce qu'est l'industrie? D'abord, oui, certainement, une représentation archaïque. Et puis, il y a même des gens très éminents en France qui disent qu'on peut tout mettre sur les services à haute valeur ajoutée, qu'on n'a pas besoin de l'industrie. Or, statistiquement, dans tous les pays de la planète, jamais vous n'arrivez à équilibrer le commerce extérieur, c'est-à-dire un point très important. La capacité nationale de vendre à l'extérieur plus que vous n'êtes contraint de lui acheter. Mais est-ce qu'il n'est pas difficile? Eh bien, on arrive à redresser, je termine juste, on arrive à redresser cela uniquement par l'industrie et par l'énergie. Jamais le solde des services, même quand il est grand comme en Angleterre pour les services financiers, n'y suffit. Mais est-ce que nous ne sommes pas entrés dans un monde, justement, où avec ces nouvelles technologies, avec les objets connectés, faire la part entre l'industrie et les services, ça devient très très difficile et on vend autant du service que de l'industrie? Oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que quand on vend un bien, ce qui est important, c'est de vendre des services associés, que dans les entreprises, évidemment, on sous-traite dans un monde dit des services toute une série de choses que l'on faisait en interne. Et donc, c'est exact qu'il y a une interconnexion. Mais ce que je pense, je veux dire que vendre uniquement des logiciels, vendre uniquement des services, eh bien, ça ne fait pas autant de milliards que quand on vend ou on économise de l'énergie ou des biens. Alors, il y a des économistes comme David Tesmar, que nous avons reçu ici il y a quelques semaines, professeur HEC, qui disent écoutez, la politique industrielle, c'est quelque chose d'un autre temps. La France doit se spécialiser dans les services. Je pense que M. Tesmar, que j'ai lu attentivement, se trompe. Il ne fait pas notamment ses calculs sur l'ampleur de ce que peuvent représenter les services si on pense qu'on doit équilibrer le commerce extérieur. Il n'y a pas de pays de la planète, je le répète, j'ai regardé les statistiques dans tous les pays, dans lesquels le commerce extérieur, ce n'est pas d'abord et avant tout la question de l'énergie et la question de l'industrie.
Alors, s'il s'agit de redévelopper l'industrie ou de développer une nouvelle industrie en France, peu importe, quel doit être le rôle de l'État? Voilà. Est-ce que vous croyez, vous, de votre côté, au rôle de l'État stratège? Et s'il s'agit d'un État stratège, est-ce que c'est encore le même État stratège que celui de l'époque qu'on appelait colbertiste, en quelque sorte? Non, c'est pas ce qu'il faisait à l'époque du président Pompidou, parce qu'à l'époque du président Pompidou, c'était des entreprises nationales pour des produits qui relevaient de politique nationale, etc. Non, pas du tout. C'est un État comme un État en Allemagne. C'est un État qui crée le contexte favorable pour que les entreprises puissent, je dirais, faire des politiques, en effet, d'efficacité dans la concurrence mondiale. Donc le rôle de l'État, c'est d'établir le contexte. Absolument, exactement comme en Allemagne. Ce n'est pas de piloter la stratégie. Et surtout de ne pas faire lui-même. Alors vous devez avoir Et pas non plus de piloter la stratégie, puisque cela relève des entreprises. Alors qu'est-ce que doit faire l'État? Faciliter les actionnariats de long terme, faciliter la prise de risque et veiller au dialogue social. Voilà le rôle fondamental de l'État. Alors, quelle est votre opinion, comme celui qui a été présenté au cours de l'été, sur les 34 projets industriels présentés par Arnaud Montebourg? Alors là-dedans, personnellement, je crois qu'il n'y en a franchement que 5 ou 6 qui sont vraiment intéressants. Et ce qui m'inquiète, c'est que contrairement à l'époque où je dirigeais l'Agence de l'innovation industrielle, il n'a pas le financement. Le financement est pour l'instant chez M. Gallois et tout ça traîne. Par conséquent, ce sont de bonnes idées, il y en a trop. Il faudrait être beaucoup plus sélectif. Il faut bien sûr que ce soit des chefs d'entreprise qui pilotent les projets. Il faut qu'il y ait des entreprises qui s'engagent, mais il manque le financement d'État. Alors, vous abordez longuement dans votre livre la question de la compétitivité. On ne va pas rentrer dans les méandres du débat sur la compétitivité. Ce qui a attiré mon attention, c'est le point suivant. Et je vous reprends, la compétitivité de la France passe selon vous par les entreprises à métier mondial. Oui. Donc, il faut faire confiance aux grandes entreprises. Pas uniquement par les entreprises à métier mondial. On peut être une entreprise petite et le métier est mondial. Métier mondial, c'est le métier dans lequel vos concurrents sont mondiaux. Donc, vous pouvez être une petite entreprise et être dans un métier mondial. J'oppose métier mondial à métier régional. Métier régional, c'est là, sont des métiers dans lesquels vos concurrents sont dans un rayon, mettons, de 100-200 km autour de vous. Or, on constate que les grands... transports, voilà, le coût des transports. Oui. Or, les grands leaders français, les grands leaders, les Lafarge, les Air Liquide et bien d'autres, GDF Suez, EDF sont en fait des entreprises régionales de ce point de vue-là, de métiers régionaux plutôt. Et donc par conséquent, la France a ce paradoxe qui n'est pas celui de l'Allemagne, qui est qu'elle a de très très grandes entreprises, mais le développement de ces entreprises n'aide pas le pays. C'est-à-dire c'est déconnecté. Alors, quand on parle de compétitivité, on parle sans arrêt de compétitivité coût, et vous insistez dans votre livre sur le fait que ce n'est pas le seul problème. On parle beaucoup d'innovation. On parle rarement des gains de productivité, on parle rarement de l'automatisation, de l'avancée technologique. Et on a le sentiment, je reviens à ma première question, la première question que je vous ai posée, qu'on a aujourd'hui les moyens, par l'automatisation des processus répétitifs, à la fois dans les activités tertiaires et dans les activités industrielles, de faire des gains de productivité fantastiques. Je suis tout à fait d'accord. Je suis extrêmement frappé d'abord de voir les gains étonnants, notamment en structure, mais pas simplement en structure, d'entreprises tout à fait de petite taille, mais hyper automatisées, dans lesquelles les gens arrivent à être efficaces parce qu'ils vivent le monde, je dirais, de l'Internet et des logiciels profondément. Je me demande d'ailleurs si on peut travailler aisément dans ces entreprises quand on a plus de 45 ans. Je suis très frappé. Je ne suis pas du tout sûr que les ingénieurs de Saint-Gobain qui ont au-delà de 45 ans sont capables de s'adapter à ce que ces jeunes sont capables de faire. Donc là, en effet, vous avez raison. Les grandes entreprises, l'effet de taille ne compte pas. Vous avez également tout à fait raison. Avec des usines extrêmement automatisées, on peut arriver à faire des choses formidables avec des prix de revient très compétitifs et même des hauts salaires. Donc le coût du travail devient secondaire dans ce cas-là, dans le cas d'usines extrêmement automatisées. La technologie est de plus en plus disponible et on va de toute façon, compte tenu du progrès technologique, vers cela. Tout à fait, tout à fait. Donc si je vous suis, on peut rapatrier les usines en quelque sorte, on peut relocaliser un certain nombre d'usines, mais on ne fera pas revenir les ouvriers. Alors, certes, la réindustrialisation n'entraînera absolument pas des créations d'emplois importantes.
La réindustrialisation n'est importante que pour le commerce extérieur. L'emploi, c'est une affaire des services, et même sans doute des services qui ne sont pas haut de gamme. L'essentiel de l'emploi seront dans la restauration, dans le tourisme, Alors comment dans les imaginez-vous services à la ce lien? santé, etc. Bien, en France notamment, on mélange emploi et compétitivité extérieure. Ce sont deux problèmes tout à fait différents. L'emploi sera fait par les services et vraisemblablement bas de gamme, si je puis dire, tandis que la compétitivité extérieure ne peut être faite que par l'industrie. C'est deux questions totalement Oui, différentes. et Et on ne le mélange. confondons pas la Et donc, compétitivité et le problème de l'emploi. dans mon livre, j'ai fait ça. Regardez par exemple ce fameux crédit compétitivité. Il est complètement mal centré. Il est centré purement en donnant l'argent proportionnellement à la masse salariale et qui reçoit l'argent, les gens des services. Il fallait faire ce qu'avait dit Montebourg, c'est-à-dire donner l'argent proportionnellement aux investissements ou aux immobilisations. Là, vous auriez fait un vrai crédit compétitivité. Donc ce crédit est sympathique parce qu'il aide les entreprises, il est mal centré parce qu'il aide les entreprises qui emploient beaucoup de monde et ce n'était pas le problème. Alors, dans votre livre, vous avancez un programme d'action avec 6 réformes prioritaires pour réformer la France. Alors, on va rester centré sur ce qui concerne l'industrie. Donc, je vais attirer l'attention que sur 2 points. La politique énergétique. Vous dites, il ne faut pas attendre grand-chose de l'Europe, à nous d'avoir une politique énergétique autonome. Oui. Ce que je pense, c'est que nous pouvons avoir une politique énergétique avec les Allemands maintenant qui vont réviser la leur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble de toute façon? Premièrement, les économies d'énergie. Deuxièmement, la France a une spécificité qu'elle doit garder absolument, c'est le nucléaire. Les Allemands n'en veulent pas. Les Allemands n'en veulent pas. Ils en veulent chez nous alors. Très bien, très bien. Gardons-le, ce n'est pas leur avantage. Très bien, ça nous fait un avantage absolument important vis-à-vis de l'Allemagne, à condition qu'on l'utilise bien. Savez-vous qu'en France, nous avons une électricité qui est la plus basse d'Europe? C'est le particulier qui paye l'électricité 2 fois moins cher que le particulier allemand et pas l'industriel. Donc typiquement l'arbitrage habituel de la France pour son consommateur contre son producteur. Exactement l'arbitrage inverse de l'Allemagne. Chaque fois que l'Allemagne a à choisir, elle choisit le producteur aux dépens de son consommateur. Alors, la priorité au consommateur au détriment du producteur, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose sur les gaz et pétroles de schiste? Pareil, également. D'ailleurs, le gaz et pétrole de schiste, écoutez, de toute façon, il faut d'abord faire des expérimentations. D'abord, il faut savoir, à mon avis, que ce n'est pas le gaz de schiste qui est important. La seule chose qui un jour serait très intéressante pour la France, c'est l'huile de schiste et dans le bassin parisien. Et là, ce qu'il faut faire, c'est donner énormément d'argent aux propriétaires du terrain, à la commune. Et de la même façon qu'on a pu mettre des centrales nucléaires, on pourrait mettre demain matin des puits à fracturation à condition de déverser beaucoup d'argent sur le propriétaire du terrain et le département. Donc, retrouver un vrai avantage coût sur la politique énergétique. L'autre point sur lequel vous insistez et qu'on a déjà évoqué, c'est la relance d'une industrie exportatrice. Alors comment? À partir des grands groupes? Non, à partir de tout le monde. Je pense qu'il y a autant à faire de très belles exportations à partir de PME, d'ETI évidemment, et également, le cas échéant, de grands groupes. Le problème, c'est qu'il faudrait que les grands groupes soient plus fortement exportateurs. Les meilleurs groupes français, nous l'avons dit, c'est des métiers régionaux. Ils sont très peu exportateurs. Saint-Gobain est très peu exportateur, Lafarge est très peu exportateur. Mais on dit souvent que les Français ont beaucoup de grands groupes, ils en ont autant que les Allemands, mais beaucoup de grands groupes français sont des groupes multirégionaux, justement, ou des groupes de services. Nous avons beaucoup de moins de groupes industriels. Voilà, et c'est de groupes industriels exportateurs. Nous avons des groupes industriels, mais dans des métiers régionaux. Comment faire? Eh bien, il faudrait un vrai dialogue entre les pouvoirs publics et les grands groupes français pour essayer de voir si avec des aides, avec du donnant-donnant, ils ne seraient pas prêts à développer de nouveaux métiers exportateurs. Je crois que ça, c'est un dialogue qui manque. Une priorité qui a été donnée par le discours politique sur les PME, qu'en pensez-vous? On parle beaucoup plus des PME, on parle peu des grands groupes. Oui, écoutez, c'est très bien. Moi, je crois que les grands groupes, plus le dialogue est discret, mieux c'est pour eux. Jean-Louis Beffa, vous êtes un ardent défenseur de l'Europe et d'ailleurs votre 3e parti s'appelle le sursaut européen. Vous y croyez encore à l'Europe? Totalement. Parce que en plus, je pense que nous n'avons pas tellement le choix. C'est-à-dire le choix, c'est vraiment la décadence absolue ou bien encore l'Europe. Ceci dit, maintenant, c'est clair, c'est l'Europe à 2 vitesses. Nous n'avons plus rien à faire avec les Britanniques.
Nous n'avons plus rien à faire à 27. Il faut réduire la taille de l'Europe. Non, il faut faire la zone euro essentiellement, et le cœur de la zone euro, c'est-à-dire le franco-allemand. Et là, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Mais en termes de projets industriels, depuis 10 ou 15 ans, il ne s'est plus rien passé. Non, bien sûr. Et vous le disiez vous-même, en termes d'énergie, c'est difficile d'avoir une politique européenne. Oui, bien sûr, il faut refaire ça, il faut repartir là-dessus. Mais je crois que, par exemple, entre la nouvelle politique énergétique allemande et celle que la France peut faire, il pourra y avoir des convergences, car l'Allemagne va revoir sa politique énergétique. Non, d'une façon générale, il n'y a plus rien à faire avec cette commission. Il faut repartir en bilatéral franco-allemand. Est-ce que, peut-être comme dernière question, pour terminer, certains économistes ou certains hommes politiques pensent que l'euro aujourd'hui est un frein à la construction européenne? J'ai sous mes yeux une note de Patrick Artus qui dit, en titre, « Sur les bases purement macroéconomiques, l'Allemagne devrait sortir de la zone euro ». Je ne suis pas très convaincu de cela. Moi, je pense que l'Allemagne, en tout cas, ceux qui font les décisions fondamentales en Allemagne, c'est-à-dire les syndicats et les chefs des grandes entreprises exportatrices allemandes, petites et moyennes, bien sûr, le Mittelstand pèse énormément dans les décisions politiques. Ces gens-là, c'est pour une Allemagne de la production. Ils veulent absolument pas retrouver un Deutschmark qui serait 30% réévalué par rapport au franc français. Pour eux, c'est une catastrophe. Ils préfèrent bien sûr aider la France, supporter entre guillemets la France, plutôt qu'un tel schéma. Donc je ne crois pas du tout que l'Allemagne ait envie de sortir. Qui a envie de sortir de l'Allemagne? Le consommateur, la Bundesbank, c'est-à-dire la défense en effet de ce qui représente le particulier en Allemagne. Or l'Allemagne, quand elle a arbitré encore une fois entre le particulier, le consommateur et le producteur, arbitre toujours pour le producteur. Donc l'Allemagne ne voudra pas sortir de l'euro. Les consommateurs sont quand même les plus grands électeurs dans toutes les démocraties européennes, au moins en nombre. Et j'observe que dans tous les grands pays européens, il y a un débat démocratique à l'heure actuelle sur l'euro, y compris en Allemagne, où s'est constitué un parti sur l'euro. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en France, on fait une erreur à laisser ce débat à l'apanage des partis extrémistes et que les partis de gouvernement refusent d'avoir ce débat? Je crois que les partis de gouvernement peuvent avoir ce débat. Ceci dit, pour moi, ce débat est tranché. Si on veut être à la fois tourné vers l'avenir, optimiste et volontaire, ce débat passe par le soutien de l'euro. Alors une Europe qui reste autour de l'euro, qui se réindustrialise, et une France qui se réindustrialise. Jean-Louis Beffa, je vous remercie. Oui, une France qui se réindustrialise, mais également une France qui développe beaucoup ses services à valeur ajoutée, car à ce moment-là, justement, si on veut faire l'Europe, nous serons complémentaires de l'Allemagne. Nous sommes plus dans les services à valeur ajoutée, nous sommes plus créatifs, et par rapport à une Allemagne qui de toute façon sera plus forte que nous, industrielle, nous sommes très complémentaires. Merci Jean-Louis Beffa.